En sol majeur. Yasmine Chouaki. Il y a la version officielle de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire tronquée tant du côté français que du côté algérien. Et puis il y a la version vécue de l'intérieur par l'un des fondateurs du Parti communiste algérien, médecin, chercheur et militant à un degré d'abnégation qui fait réfléchir. Sader Hadjerès, 86 ans, aura vécu le XXe siècle au premier rang de l'engagement, mais toujours en se dissimulant. Comme le titrait la presse algérienne à la sortie du tome 1 de ses mémoires, Sader Hadjerès est un survivant de l'obscur. Presque 30 ans de vie clandestine, au nom d'un idéal toujours flamboyant. Il est l'un des invités du 21e Maghreb des livres qui se déroule à Paris ce week-end, avec cet essai publié aux éditions INAS, Quand une nation s'éveille, 1928-1949. Zbar al-Khair, Sader Hadjerès. Zbar al-Khair. Alors, comment se fait-il, une petite question comme ça en préambule, comment se fait-il que vous ayez commencé à écrire ces mémoires au moment des années 90, c'est-à-dire en pleine décennie noire? Oui, c'est effectivement, d'un point de vue chronologique, c'était le moment où j'ai commencé tout de même à avoir du temps. Bien que dans des conditions précaires de l'exil. On y reviendra. Cette décennie noire, vue de France, dans ces années 90, paraissait lointaine, voire abstraite. Mais il se trouve que depuis le 7 janvier 2015, un mois après Charlie, La France et le monde ont fait une journée spéciale sur RFI. La vision n'est plus exactement la même. Après les forces de sécurité et les cadres de l'État, les intellectuels algériens sont à leur tour touchés par le terrorisme. Le premier journaliste assassiné s'appelle Tahar Djaoud. Il ne s'agit pas de tuer un intellectuel parce qu'il est intellectuel, un journaliste parce qu'il est journaliste ou un médecin parce qu'il est médecin. Jamais. 17 mars, Ladi Flitchi, médecin, poète et romancier, assassiné également. La guerre entre vous et votre adversaire se déroule sur un champ de bataille. 15 juin 1993, Mahfoud Boussebsi, 56 ans, psychiatre de renommée internationale, est poignardé devant son hôpital à Alger. Lorsqu'un tiers entre sur le champ de bataille pour soutenir votre adversaire, il devient lui aussi votre adversaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il concluait son dernier article par ces mots prémonitoires. Si tu dis, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, dis et meurs. Alors, Sader Hadjerès, si on reste, on va dire, sur l'aspect symbolique de ces attentats, en mettant évidemment de côté les chiffres, 200 000 morts en Algérie, 17 morts en France 7 janvier dernier, est-ce que vous faites un lien entre ces deux types d'attentats terroristes, en Algérie et en France contre Charlie Hebdo? Oui, on peut dire d'un point de vue formel, en appelant ça terrorisme, c'est trop facile. En fait, il faut voir le fond des choses. Vous qui êtes né en 1928 dans un islam que vous décrivez paisible, Sader Hadjerès, vous dites que les racines de ce mal prend germe finalement dans les années 40. Pourquoi ? Parce que les réactions, c'est pas valable seulement pour l'Algérie, mais partout où il y a eu occupation, oppression, il y a eu des courants identitaires qui se sont manifestés en opposition à l'occupation et qui ont pris différentes formes. Donc il y avait un courant musulman, par exemple. Il y avait un courant musulman. On peut dire que la profondeur, le socle, disons, du mouvement national, c'était un des socles essentiels, mobilisateurs, du fait que l'une des manifestations du colonialisme avait été l'écrasement, le piétinement de tout ce qui avait un lien, odeur d'islam, comme on disait. Donc, ce n'est pas particulier à l'Algérie. L'Irlande, la Pologne, beaucoup de mouvements, la Grèce, etc., ont connu le même phénomène. Et ces courants musulmans, pendant la colonisation, ont évidemment été réprimés. C'est ce qui étaient réprimés, y compris les courants les plus porteurs de modernité. Je prends l'exemple des oulémas, une association culturelle, religieuse, mais avec des prolongements politiques. On dirait aujourd'hui modérés, mais ce n'était pas indépendantiste, du moins formellement. Mais ce qu'ils demandaient à l'époque, c'était au moins une égalité en droit
mais dans le respect du statut religieux. Et ça a été refusé par le Front populaire. Ça a été une de ces occasions ratées qui ont fait que les courants porteurs de progrès à l'intérieur de l'islam ont trouvé porte close en quelque sorte. Mais la France, là, se trouve intramuros avec une question liée à cet islam radical, Sader Kadjerès. Est-ce que les motivations des djihadistes français de 2015, qui ont touché des journalistes caricaturistes, sont les mêmes que celles des djihadistes algériens des années 90, qui s'en sont pris aux intellectuels, puis ensuite aux médecins? Non, pas du tout. D'ailleurs, même le mot djihad à l'époque de la colonisation n'avait pas le même sens. Le mot djihad voulait dire aussi l'effort des citoyens sur eux-mêmes pour des efforts culturels, des efforts de réflexion, etc. Par contre, les prêcheurs du djihad nouveau, que je n'appelle pas djihad, mais c'est pas du djihadisme, c'est du takfirisme. Takfirisme, c'est l'exclusion de tous ceux qui ne pensent pas comme eux, qui n'ont pas la même vision et qui ont des liens plus ou moins étroits, idéologiquement en tout cas, avec le wahhabisme, une conception tout à fait étroite de l'islam. C'est en ce sens qu'il y a vraiment une différence considérable. Donc en fait, cette question n'a presque rien à voir avec ce débat qui agite aujourd'hui la France autour de la liberté d'expression. On a pris effectivement pour cible des caricaturistes qui représentaient la figure du prophète Mahomet. Ce serait interdit selon l'islam. Vous pensez, vous, que ce n'est pas cette question-là qui est au cœur de ces troubles qui agitent la France aujourd'hui? C'est beaucoup plus profond que ça. C'est ce que certains ont voulu transformer en guerre des civilisations, en guerre des cultures. L'histoire de caricature, je crois que c'est un problème particulier. Est-ce qu'on peut rire de tout? Il y a Bergson qui traitait de cette question du rire, là, disait « On rit bien quand on est entre paroissiens ». Une anecdote, quand j'ai fait mes études de médecine, j'étais dans un milieu où les étudiants juifs et les professeurs, les enseignants juifs, on était en très bonne relation. Ils se racontaient entre eux des histoires juives. Et ils en riaient eux-mêmes, ils se gondolaient, quoi. Et puis, je leur ai raconté une histoire juive qu'un juif m'avait racontée. Je lui ai dit, tiens, je vais vous en raconter une aussi. Eh ben, dès que je l'ai raconté, ça a été vraiment... Silence radio. Silence radio. Les juifs ne peuvent rire qu'entre juifs, les arabes ne peuvent rire qu'entre arabes, etc. Alors, votre essai « Quand une nation s'éveille » 1928-1949, Sader Kadjerès, qu'on va feuilleter ensemble, est une somme de dates, de faits, de situations à la fois personnelles et historiques sur l'Algérie du XXIe siècle. Je ne sais pas si vous avez l'impression de l'avoir écrit uniquement pour les Algériens, je suis pas sûre. Pour un sol majeur, en tout cas, en voici un extrait. Un oncle, Cheikh Al-Mardi, avait d'abord été fonctionnaire au Maroc. Il était revenu en Algérie une dizaine d'années avant la guerre de libération. Avec l'âge, il est rentré à Tadert, où avec sa connaissance du Coran, les habitants en firent leur imam. C'est en tant que tel qu'il fut exécuté comme otage par les troupes de répression françaises sous les yeux de son épouse, près d'une hutte en branchage, au-dessus du cimetière. Les soudards se sont ensuite tournés vers son épouse et l'ont abattu après lui avoir arraché des bras sa fille, bébé, qui était encore au sein. Recueillie par les proches de sa famille, la fille est restée, comme des milliers d'autres bébés, gravement traumatisée par ce drame. Comme 12 France. Cher Sader Kadjerès, vous qui êtes né dans l'Algérie française en 1928 à Taguine, c'est-à-dire sur les hautes plaines de Kabylie. Non, parlons des hauts plateaux. Des hauts plateaux, pardon. Vous avez fait partie de ce qu'on appelait les Imanes. I-M-A-N. Indigènes, musulmans, algériens, non naturalisés. Iman. C'était sur notre carte d'identité. Et ça faisait partie des bienfaits de la colonisation, ça? Oui, ça c'était formel, ce qui était écrit sur les cartes, mais le pire c'était dans la vie quotidienne. Vraiment les humiliations, par exemple en mai 45, le 8 mai 45, après les 2 jours de congé qu'on a eu pour l'armistice, je suis rentré au lycée de Ben Aknoun à nouveau. Des lycéens européens avaient inscrit en grand caractère noir au goudron sur les murs de la cour « Dératisation », le slogan « Dératisation ».
Ça, c'est un symbole, quoi. Bien sûr. Vous êtes fils et petit-fils d'instituteurs musulmans, ce qui était une rareté quand même pour l'époque. Vous faites partie de ceux qui ont été très instruits. Vous êtes structuré, vous diriez, dans une double culture franco-coranique. Oui. Si vous voulez, on a pu trouver un équilibre psychologique dans le fait que, au lieu d'être tiraillé, ça s'équilibrait. Vous donnez des exemples, au moment des ardoises noires des colliers, vous connaissiez autant l'épée de Roland que le sabre de Sidna Ali, oui. Ali. Oui, c'est-à-dire sur les planchettes blanches de l'école coranique, sur lesquelles on écrivait sur une encre marronâtre, et de l'autre côté, c'était les ardoises noires. La différence là aussi, c'était que à l'école coranique, il fallait enlever les souliers pour entrer à l'école. Et nous pouvions garder nos chéchillas, nos coiffures. À l'école française, c'était le contraire. On rentrait avec les souliers, mais il fallait enlever Mais ça, c'était des choses, disons, que je dirais superficielles. Le fond des choses, c'est que le contenu de récit, l'histoire, par exemple, chaque fois, on nous rabâchait les siècles d'humiliation dans lesquels la culture musulmane, les musulmans avaient toujours le dessous, en quelque sorte. Et tout au long de la vie, je peux dire, c'est un des éléments qui peut éclairer l'actualité. Nous, musulmans, enfin, c'est l'appellation qu'on nous donnait, quel que soit l'état de notre croyance religieuse ou pas, nous connaissons mieux l'Europe et l'Occident que n'importe quel Européen peut connaître de nos sociétés. Le divorce, il est là. Alors, il y a plusieurs dates qui vous amènent à ressentir très profondément un patriotisme qui va devenir un patriotisme pour l'indépendance, Sadakat Jarès. Il y a le fait que vous rentriez chez les scouts en 43, puis vous allez adhérer au Parti du peuple algérien en 44 à 16 ans. Il va y avoir la fameuse répression du 8 mai 45 à Sétif contre les musulmans, qui faisait une manifestation absolument pacifiste. Vous quittez le PPA pour adhérer au Parti communiste algérien comme étudiant. Petite leçon franco-française ou franco-algérienne, oui. Qui était Henri Maillot? Alors, Henri Maillot était un employé européen dont le père était syndicaliste. Il vivait dans un quartier populaire d'Alger, de Clos-Salambier, et qui était, comme un certain nombre d'Européens, choqués par les injustices sociales existantes. Il a travaillé également à Alger républicain. Il a fait le journal communiste de gauche, progressiste, oui, qui avait été fondé à l'époque d'Albert Camus, dans les années 30. Et cet Henri Maillot est donc un anticolonialiste de la première heure. C'est un militant communiste. J'ai fait ma première école du parti avec lui, Yveton. Et il est mêlé à cette fameuse affaire du camion d'armes détourné en 1956. Oui. Est-ce que vous pourriez nous résumer cette histoire? Eh bien, ça a été lui était officier dans la garnison de Miliana. Il était dans le train, c'est-à-dire qu'il s'occupait de transport d'armes, etc. Il a eu l'occasion, à un moment donné, de détourner avec une opération assez complexe qui a été montée à ce moment-là. Et ce chargement très important est servi effectivement à l'armée de libération nationale à un moment où cette armée en avait terriblement besoin. Il a rejoint les rangs du FLN. Oui, mais il raconte lui-même, il a adressé une lettre à la presse dans laquelle il se considérait comme Algérien, européen, d'origine européenne. Et à vos côtés, on retrouve aussi une autre figure, peut-être trop méconnue, Maurice Audin. Ah, Maurice Audin, oui, vraiment un copain. Je suis toujours ému quand je pense à lui. Un mathématicien vraiment brillant. Européen, donc? Européen, oui, fils d'un ancien gendarme d'ailleurs, mais qui a pris conscience de cette injustice qui régnait en Algérie et qui voyait comme solution précisément de fraternité, d'évolution, d'un vivre ensemble algérien dans les positions que préconisait le Parti communiste algérien à ce moment-là. Mais ces activités étaient pacifiques, ils ne faisaient pas partie de formations combattantes ou de... Et il est arrêté donc au cours de la fameuse bataille d'Alger. Il est porté disparu depuis 1957 jusqu'en 2013 où le journaliste Jean-Charles Degnaud arrive à soutirer au général Ossarès sur son lit de mort cet aveu. Comment ça s'est passé l'affaire Audin, la vraie histoire?
Eh ben, on a tué Odin. Voilà. Comment? On l'a tué au couteau pour faire croire que c'était les Arabes qui l'avaient tué. Voilà. Qui c'est qui a décidé de ça? C'est moi. Ça vous va? Ben, si c'est la vérité, oui. Il faut pas que ça m'aille. Moi, je veux la vérité, la vérité. Mais la vérité, c'est qu'on a tué, j'ai dit. Il faut qu'on tue. Il faut qu'on tue, Odin. Qu'on tue, Odin. Une réaction à ce document, Sadiq Hadj-Djorès? Je dois dire que de telles situations ne nous étonnaient pas pendant la guerre. Quand on entend dire « il faut qu'on tue », le grand malheur est que les Algériens ont été acculés en définitive, après toutes les tentatives de solutions pacifiques, y compris soulignées par le FLN dans sa déclaration du 1er novembre 54, il ne restait plus que le soulèvement armé, comme c'est arrivé à beaucoup d'autres peuples. Et plus les répercussions ensuite sur... Je vais vous dire une chose. Je parle à nouveau de Yves Lacoste, qui était un des refondateurs de la géopolitique en France et en Europe. Eh bien, vers la fin des années 80, il a publié une étude dans laquelle il disait qu'il se profile à l'horizon de grands troubles en France, du fait des mouvements migratoires qui se produisent, du fait de la montée de courants islamistes dans le monde. Eh bien, des spécialistes universitaires, mais pas seulement. Les autorités françaises dont il voulait attirer l'attention lui ont presque ri au nez. Et le rire a été un petit peu touché ces dernières semaines en France. Pour un sol majeur, vous souhaitiez, Sadiq Hadj-Djorès, une petite lichette de Yaraya, l'authentique version, celle d'Ahmed El-Harachi, qui a été joliment exhumée il y a quelques années par Rachid Taha. Ça veut dire quoi, Yaraya? D'Ahmed El-Harachi. Oui. Yaraya. Ça me touche beaucoup cette chanson parce que moi je me sens Harachi au bout des ongles. C'est-à-dire un habitant d'El Harrach. Habitant d'El Harrach, j'ai été la banlieue d'Alger. Banlieue d'Alger, j'ai été médecin, j'en ai été conseiller général, et élu. Et en plus, il exprime vraiment ce sentiment d'arrachement de tous ces migrants algériens. Et il s'adresse à eux en disant beaucoup d'autres avant toi l'ont regretté, etc. Voilà. شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيامك تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري Julia Chahine, d'Ahmed El-Harachi en sol majeur dans les pas d'un militant communiste algérien, Sadiq Hadj-Djorès, qui revient forcément incognito juste après le point sur le monde dans 3 minutes. En sol majeur.
À l'occasion du Maghreb des livres, zoom en sol majeur sur une personnalité politique jusqu'à plus soif et qui aura été soigneusement écartée de l'histoire officielle algérienne. Sader Hadjorès, dont le parcours militant débute en 1943 comme responsable des scouts musulmans algériens. Une adhésion au parti du peuple algérien, dont il claque la porte en 1949 pour rejoindre le parti communiste algérien. L'interdiction de ce parti lui coûtera au total 31 ans de vie clandestine, des casquettes et des bérets multiples, de grandes rencontres aussi, celle de Maurice Audin ou de Nikita Khrouchtchev, et puis surtout une analyse très fine, très documentée de l'Algérie du XXe siècle, à lire des deux côtés de la rive, Quand une nation s'éveille, tome 1, 1928-1949, aux éditions Inas. Alors si on devait mettre autour de la table toutes les composantes de votre Algérie rêvée, Sader Hadjorès, ça ferait du monde. Il y aurait qui? Les arabophones? Qui d'autres? Eh bien les berbérophones, ceux qui ont été beaucoup influencés par la culture française, la langue française. Donc les francophones? Les francophones, oui. Ouais. Il y aurait forcément des chrétiens. Vous avez été en contact avec, par exemple, un certain Abbé Scoto qui est connu de vous, bien sûr. Oui, pendant la guerre de libération, je dois dire que je dois à quelques chrétiens la vie sauve. Et je me suis trouvé dans l'ancien diocèse d'Alger. Donc j'étais là avec des curés, pendant 3-4 jours. C'était un moment assez critique, octobre 56. À un moment donné, l'abbé Scoto est arrivé. C'était le curé de Bab el Oued. Le curé de Bab el Oued. C'était au moment du repas. Habituellement, ils se lèvent tous autour de la table pour faire une courte prière et on s'assoit. L'abbé Scoto, en me voyant, il a eu une seconde d'embarras, d'hésitation. Vous étiez déjà recherché? Ah oui, j'étais depuis décembre 55 recherché. Et il me voit et il dit tout simplement « Bismillah ». Au nom de Dieu. Ah oui. En arabe. Et tout le monde s'est rassis, enfin les prêtres qui étaient là, etc. Nous sommes tous rassis. C'était vraiment une compréhension profonde, ça m'a beaucoup touché. Il y avait une solidarité, sans parler des Juifs d'Algérie, auxquels vous avez pensé d'ailleurs en choisissant une chanson de Louisa Tounsia. Important la présence des Juifs en Algérie. Ah oui, les Juifs d'Algérie, ils nous étaient beaucoup plus proches que les autres Européens. Je parle des années 40, d'autant plus qu'ils avaient subi une répression vraiment odieuse de la part du régime de Vichy. J'avais des condisciples juifs. Il y en a un qui s'appelait Atia. J'étais en classe de 5e. C'est par lui que j'ai connu le scoutisme, parce que eux-mêmes étaient persécutés. Et d'ailleurs, une année plus tard, il a été exclu avec 7 ou 8 autres de ma classe. C'était odieux. Le proviseur était venu en pleine classe lire une liste de noms juifs et leur disait « Prenez la porte, désormais vous n'êtes plus élève ». C'était odieux. Mais ce Atia, j'ai appris les rudiments du scoutisme qui allait me servir plus tard pour diriger ensuite le mouvement scout à l'Arba. C'était une de mes premières activités sociales. Alors je vous propose une chanson hommage justement à toutes ces figures juives de votre Algérie qui ont peut-être disparu, oui, en tout cas, qui ne font plus partie. Ils ont été très présents dans la culture algérienne. C'est vraiment la sauvegarde de la culture arabo-musulmane andalouse. Qui est présente justement à travers cette chanson interprétée par Louisa Tounsia pour un sol majeur. يا
Louisa Tounsia, la juive tunisienne, invitée à la petite Kémia de Sader Hadjerès, grande figure du nationalisme algérien en exil entre la France et puis tiens la Grèce, on en reparlera tout à l'heure, mais toujours un petit peu au bled dans sa réflexion. 당신의 어린 시절에 흥얼거렸던 노래는 무엇입니까? Pourriez-vous me fredonner une comptine de votre enfance? Ça remonte à loin. J'en ai de vagues souvenirs, tout enfant, quand j'étais bercé par ma mère et y compris par mon père. C'était à connotation religieuse, évidemment, comme toutes les complaintes de l'époque. Allah, Allah et l'awliya, c'est-à-dire Dieu et ses saints, les saints, parce que les saints étaient toujours présents. Allah, Allah, l'awliya, Allah, Allah, l'awliya. Eh ben, c'était répété comme ça, et j'avoue que ça me berçait bien. Oui, c'est toujours frais dans votre mémoire, je le sais bien. Donc vous êtes, je le rappelle, berbérophone, arabophone, francophone. Est-ce que vous avez le même attachement à ces trois langues? Le kabyle, le berbère, je l'ai appris avec le lait de ma mère, quoi. Il y a un ami qui se moquait de moi, il me dit, comment ça se fait que chaque fois que tu te mets en colère, tu as l'accent kabyle? Ou alors, lorsque vraiment je suis très ému, et je me souviens à ce moment-là, évidemment, de mon père, de ma mère, aux obsèques de qui j'ai pas pu assister. Mais parce que vous étiez interdit dans la maison, on parlait en kabyle. Mm-hmm. Et c'est la langue, c'est disons, j'allais dire viscérale en quelque sorte. L'arabe, ça a été la langue, disons, sociale, de société. Mais chaque langue, dans son propre créneau, a un rôle particulier. Moi-même, quand il s'agit de réflexions abstraites, philosophiques ou autres, évidemment, je suis plus à l'aise de m'exprimer en français. Mmh. En tout cas, la force de votre génération à vous, celle qui a eu réellement la chance d'être instruite, universitaire, diplômée, c'était de pouvoir être sensible à certaines voix qui résonnaient, comme on ne l'imagine peu ici, qui résonnaient fort en Algérie. Et par exemple, la voix de André Malraux a eu un certain impact sur vous. On a retrouvé une archive France Culture où il lit un extrait des Voix du silence. C'est pour vous. Sans doute un jour, devant les étendues arides ou reconquises par la forêt, nul ne devinera plus ce que l'homme avait imposé d'intelligence aux formes de la terre, en dressant les pierres de Florence dans le grand balancement des oliviers toscans. Il ne restera rien de ces palais qui virent passer Michel-Ange exaspéré par Raphaël, ni des petits cafés de Paris où Renoir s'asseyait avec Cézanne, Van Gogh avec Gauguin. L'éternel de la solitude n'est pas moins vainqueur des rêves que des armées, et les hommes n'ignorent guère tout cela depuis qu'ils existent et savent qu'ils doivent mourir. Alors il était, on le sait, écrivain, aventurier, anticolonialiste, ministre de la culture inoubliable. Quel est le Malraux qui vous tient plus précisément à cœur? Alors je me souviens plus, c'est celui qui parle de la Chine. La condition humaine. La condition humaine. C'était au moment où je devenais étudiant, alors que politiquement, plus tard, évidemment, je comprenais certaines faiblesses de cet engagement, mais c'était, disons, le romantisme de cet engagement qui nous avait beaucoup impressionné. Plus tard, ça a été d'autres lectures beaucoup plus profondes, y compris pendant la guerre de libération, à des moments où hébergé chez des gens très cultivés, qui avaient des bibliothèques. Chez des Français? Des Français, oui. Qui vous cachaient? Ah, qui nous cachaient, qui ont même aidé énormément, alors qu'ils étaient loin d'être communistes. Hein.
les Thibauts de Roger Martin du Gard, par exemple, je les dévorais. C'est-à-dire, c'était des horizons nouveaux qui enrichissaient ma pensée et qui me faisaient réfléchir à la situation nationale. C'est en même temps très insolite ce que vous racontez, parce qu'on imagine que vous êtes effectivement traqué par les autorités françaises, etc. Oui. Et vous êtes recueilli, il y avait forcément protégé par des Français, et vous êtes en train de vous faire votre propre culture en lisant la bibliothèque de ceux qui vous recueillent. Oui. Il y avait forcément des moments de blocage où on pouvait pas sortir, parce qu'on sortit, on était obligé pour notre action de sortir, de prendre des contacts, etc., malgré que nos photos étaient dans les mains des patrouilles militaires qui circulaient. C'est comme clandestinité. Alors c'est un mot qu'on répète depuis le début de cette émission. Il va falloir que l'on s'y attarde une seconde. Sadegh Hadjerès, votre vie clandestine aura donc duré finalement au total presque 31 ans, mais c'est une clandestinité que vous avez vécue sur 2 périodes. Oui, effectivement, la première période, c'était pendant la guerre d'indépendance, entre décembre 55 jusqu'à l'indépendance en juillet 62. Sa caractéristique particulière, c'est une clandestinité très dure où on risquait à chaque moment sa vie même. Il m'est arrivé quelquefois de risquer l'arrestation d'un cheveu, quoi. L'arrestation, ça voulait dire que vous m'auriez pas écouté aujourd'hui. Oui. Parce que j'aurais terminé peut-être dans la baie d'Alger comme beaucoup d'autres qui avaient été passés au casino de la Corniche. Bon, elle avait son caractère particulier, c'était une dureté, mais qui était assumée d'une façon, j'allais dire, de sang-froid. Il y avait une autre dureté dans la deuxième clandestinité de 24 ans, c'est-à-dire depuis le coup d'État du 19 juin 65 jusqu'à début de l'année 89, c'est-à-dire après les événements d'octobre 88 qui ont mis fin au parti unique, enfin qui ont mis fin théoriquement, parce que c'était toujours la pensée unique plus tard. Donc vous avez connu 2 systèmes répressifs, celui des Français et celui des Algériens, c'est-à-dire, si on doit prendre 2 figures, celui du général Massu et celui du président Boumedienne. La torture telle que j'ai autorisé qu'elle soit pratiquée à Alger ne dégrade pas l'individu. Les génératrices de postes radio qui, au moyen d'électrodes appliquées sur le corps, provoquent quelques chocs qui quand même sensibilisent les individus et les amènent souvent à être plus bavards. Pratiquement c'est un choc qui peut être désagréable en effet, mais enfin dont on se remet très bien. On n'a jamais cherché à transformer la personnalité des individus, n'est-ce pas? C'était une affaire très brève, très rapide, quoi. Et très souvent, d'ailleurs, ça se réglait, c'était une gifle ou deux, dans le derrière, la fameuse torture. Alors, ça poussait, quand même. Moi, je l'appelle la question par force, parfois nécessaire. Mais pour moi, la torture, c'est celle que le FLN a infligée à ses compatriotes. Car moi, j'ai jamais coupé les nez aux fumeurs, je me suis jamais livré à des mutilations comme le FLN s'est autorisé à le faire sur ses propres compatriotes, voyez-vous? نعم. أسلحة كثيرة تدفقت عن المغرب وأسلحة كثيرة لا تزال تتدفق عن المغرب ومن وراء كل هذا الحكومة الفرنسية. هذه الحكومة هذه الدولة التي ذبحت عشر هذا الشعب لم تنسى بعد ويحز في نفسها أن ترى أمامها شعب رافع راسه، شعب اللي هو يبني في نفسه هذا الواقع. Alors voilà 2 voix qui peuvent faire frissonner quand on s'appelle Sadegh Hadjerès, la voix du général Massu et celle du président Houari Boumedienne. En quoi donc cette répression, vous avez commencé à y répondre, mais cette répression du temps des Français et sous le pouvoir algérien a été différente?
Massu, c'était celui qui voulait que l'Algérie reste sous colonisation. Boumedienne, malgré tout ce qu'on a reproché, je ne peux pas être tendre envers celui qui a causé, à moi personnellement, par exemple, 24 ans de vie clandestine. Mais le système était complètement différent. Boumedienne était effectivement le représentant d'un régime autoritaire, mais au nom d'une libération de l'Algérie du système impérialiste. Boumedienne, on peut absolument pas justifier ou pardonner la répression dès le début de son règne, en quelque sorte, où des camarades ont été torturés, et Bachir Hadji Ali raconte dans L'Arbitraire, ce qui est l'équivalent un peu de la question de Henri Alleg. La torture ? Voilà, il s'agit des méthodes autoritaires. Mais Boumedienne, c'est aussi l'homme des nationalisations des hydrocarbures. Et de ce point de vue, il répondait énormément aux aspirations et aux revendications même des Algériens. Pendant que nous étions en pleine répression en 68, par exemple, j'ai écrit une lettre ouverte au président Boumedienne pour lui dire que il y avait une profonde contradiction entre les objectifs qu'il proclamait et les pratiques du système, en ajoutant que si ce régime proclamait la nationalisation des hydrocarbures, nous serions là pour défendre cette position. Certains nous disaient que nous étions suivistes à l'égard de Boumedienne. En fait, c'est Boumedienne à ce moment-là qui est venu sur les positions que nous défendions. Boumedienne incarnait le père de la nation, mais c'est au nom du parti unique que vous, en tant que membre du Parti communiste algérien, vous êtes interdit. Dans cette lettre où je protestais en disant que nous n'étions pas d'accord pour la pensée unique. Quelques années plus tard, en 74, l'action de masse, aussi bien nationale qu'internationale, a fait reculer cet esprit répressif, tout au moins envers les syndicats, envers les communistes. Nous avons revendiqué la sortie à la vie légale d'un certain nombre de camarades qui étaient contraints à la clandestinité, qui n'en pouvaient plus de cette clandestinité. Boumedienne a fait répondre que oui, ces cadres peuvent sortir de la clandestinité, effectivement, y compris Sadek Hadjeres, mais il n'est pas question de revenir sur le parti unique. Et voilà pourquoi un certain nombre de cadres qui n'en pouvaient plus, nous les avons remis à la vie légale. Mais moi, avec quelques autres camarades, nous avons poursuivi la clandestinité pendant 15 années supplémentaires. Donc la clandestinité, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous perdez de vue votre propre famille. Vos enfants et votre femme ne voient pas votre visage pendant des années. Il y a même une photo dans votre livre, Quand une nation s'éveille, où on vous voit photographié de dos. C'est une photo que vous envoyez à votre femme pour preuve de vie peut-être. Et vous continuez parallèlement à militer et à circuler dans le pays sous différentes identités. Vous avez eu plein d'identités, Sadek Hadjeres. Oui. Lesquelles ? 2, 3 comme ça. Française pendant la guerre de libération. Vous vous faisiez passer pour un Français. Oui, il y en a eu même un, Georges Moiti, un ami, il n'était pas communiste mais proche, dont j'avais la carte d'identité, et qui est mort dans l'attentat du casino de la Corniche, ce qui fait que sa carte d'identité ne m'était plus utilisable à ce moment-là. Mais se faire passer pour un Français, ça veut dire quoi? Que vous changiez votre... Oui, d'apparence, évidemment. Vous savez, il y avait des gosses musulmans, parce qu'entre musulmans, on se reconnaît plus facilement. Justement. Qui me demandaient l'heure. En arabe. En arabe. Je répondais en français, évidemment. En fait, c'est un maquis de réflexes, de précautions à avoir. Ce n'est pas quelque chose d'enviable, la vie clandestine. Mais pas du tout. Non, c'est vrai que ça peut faire fantasmer comme ça, mais on en garde des traces. On en garde des traces même après. Après l'indépendance, je me suis surpris pendant des semaines à ne pas franchir le seuil d'un balcon, par exemple. J'hésitais avant de me mettre sur le balcon.
Il est où votre bercail aujourd'hui, Sader Kadjores? Mon bercail, je suis resté encore un peu nomade parce que il est entre l'Algérie, la France et la Grèce, dont j'ai d'ailleurs la nationalité. J'ai une deuxième nationalité, algérienne et grecque, parce que mon épouse est grecque, c'était elle aussi une militante. Vous êtes rencontrés dans les flux de clandestinité? De la lutte, oui, de la lutte militante, et ce qui m'a ouvert de nouveaux horizons culturels et civilisationnels. La Grèce étant en quelque sorte un pays charnière entre l'Orient et l'Occident. Ça veut dire aujourd'hui que le communiste que vous êtes resté est heureux de l'arrivée au pouvoir de la gauche radicale, de Syriza? Ah ben, je suis plus qu'heureux. Plus qu'heureux. Question pragmatique, vous avez, si j'ose dire, entre guillemets, cotisé toute votre vie pour un idéal. Quels sont vos moyens de subsistance aujourd'hui? Ben, je sais pas dans quelle catégorie il faudrait... C'est pas tout à fait la précarité, mais je frise la précarité du point de vue. Ah oui. En fait, je rappelle que vous êtes médecin de formation. Oui, je suis médecin de formation. Je pouvais être professeur à la faculté de médecine. J'avais commencé une carrière dans ce sens d'Alger. Donc vous n'avez aucune pension, aucune retraite, enfin. J'ai la retraite de vieillesse ici en France. C'est-à-dire, c'est vraiment le minimum pour vivre. Donc vous vivez d'amour et de militantisme toujours. Oui, de volonté. Je pense qu'il y a des valeurs qui ne dépendent pas du seul niveau de vie matériel, quoi. Vous avez donc sacrifié beaucoup de choses, votre métier, une grande partie de votre vie familiale pour ce pays qui ne vous a finalement laissé aucune place ou aucune reconnaissance. Quand vous regardez l'Algérie d'aujourd'hui, paupérisée, toujours très corrompue, avec une élite qui a été décapitée, est-ce que vous ne regrettez pas, Sader Kadjores, ce sacrifice de toute une vie? Non, ma grande satisfaction, c'est de voir que le pays qui n'était pas reconnu auparavant, dans lequel les enfants marchaient pieds nus, où le mépris était dominant, aujourd'hui tout de même l'Algérie a sa fierté, elle a un certain nombre d'indices de développement, il y a une jeunesse, il y a un potentiel qui existe et qui ne demande qu'à s'épanouir. Évidemment, j'ai le cœur réchauffé quand je rencontre des gens qui me disent toute leur estime pour ces luttes qui ont été menées. Le pays avant tout. La population, pas le pays, c'est-à-dire les citoyens, j'insiste sur cette idée de citoyenneté, c'est la bataille qui nous reste. Après celle de l'indépendance, c'est la citoyenneté et surtout dans un cadre international qui maintenant donne des inquiétudes à tout le monde. J'admire votre santé mentale, Sader. En sol majeur @rfi.fr. Au générique de cet en sol majeur consacré à Sader Kadjores dans le cadre du 21e Maghreb des livres qui se déroule à l'hôtel de ville de Paris ce week-end. Vous y êtes invité, cher Sader, pour le tome 1 de vos mémoires intitulé Quand une nation s'éveille 1928-1949. C'est paru en Algérie aux éditions Inas, salué et postfacé d'ailleurs par l'historienne Malika Rahal. Et c'est avec l'ensorceleuse Asmahan qu'on va refermer cet en sol majeur. Oui, elle m'avait ensorcelé quand j'étais jeune. C'était hier. Je l'écoute toujours avec plaisir encore. Et ben c'est parti. ما
En sol majeur, avec Twitter, Facebook et puis derrière le poste chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10 temps universel, 15h à Paris. Caroline Filiette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On se retrouve la semaine prochaine avec Tiga. À la semaine prochaine. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide attend.